Number one, Azane Kaka number one. Depuis notre tendre enfance, nous avons lu et entendu beaucoup de faits dont nous n'avons jamais douté de la véracité. Cependant, beaucoup d'entre eux sont fausses. Des croyances qui venaient de nos parents ou nos aînés qu'on croyait comme si c'était le parole d'évangile. Mais aujourd'hui, nous allons vous désintoxiquer de ces faux mythes. Mais avant tout, rassurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne de Dr Bot, que vous avez activé les notifications et que vous avez mis un j'aime sur la vidéo. Merci. Voici 10 mythes que vous devez arrêter de croire. Si vous avalez un morceau de chewing-gum, il restera dans votre estomac pendant 7 ans. Tous les enfants ont été mis en garde au moins une fois dans leur vie par leurs parents. N'avale pas ton chewing-gum ou il va rester collé pendant des années dans ton estomac. Difficile de faire plus traumatisant, non? Certes, et la plupart des enfants prennent d'ailleurs cette menace très au sérieux. Pire, cette croyance populaire est même tellement enracinée dans notre subconscient qu'elle nous poursuit une fois arrivés à l'âge adulte. Cela ne devrait pas vous surprendre, mais la valeur nutritive du chewing-gum est quasiment nulle et sa composition les rend en plus impossible à digérer. Concrètement, si vous avalez une gomme, alors elle tombera directement dans l'estomac où elle sera attaquée par les acides gastriques pendant quelques heures. Ensuite, comme tous les aliments, elle va suivre la voie normale et descendre dans les intestins. Là, tout dépend de la quantité avalée. S'il ne s'agit que d'un simple chewing-gum, alors il circulera à travers le matière fécale et il ressortira ensuite par les voies naturelles comme si rien n'était et sans que vous ne vous rendiez compte de rien. En revanche, si vous avalez tous les paquets, alors vous serez exposé à pas mal de complications. En supposant que vous ne vous soyez pas étouffé avec la pâte, vous risquez en effet de vous retrouver avec une magnifique occlusion intestinale. Ces cas sont assez rares, mais ce n'est pas non plus une raison de mâcher de la gomme toute la journée. Lorsque vous le faites, cela provoque en effet des reflux gastriques et ces derniers risquent de brûler votre oesophage, ce qui peut finir par avoir une incidence sur votre santé. Toucher un crapaud donne des verrues. L'âge vieux mythe que toucher un crapaud ou ramasser vous donnera des verrues est quelque chose que les mères et grand-mères utilisent encore sur les enfants. Il est vrai que cette petite bête n'a pas un aspect très engageant, mais il n'y a aucun risque à toucher un crapaud. Les verrues qui se trouvent sur son corps sont des glandes qui permettent à la peau de garder son humidité et son élasticité. D'autres situées près de son cou sécrètent une substance toxique constituant sa seule défense contre le prédateur. Ces poisons irritent les muqueuses, il ne faut donc pas se frotter les yeux ou porter la main à la bouche après y avoir touché. Les verrues que nous avons sur les mains ou sur les pieds sont d'origine virale. Elles n'ont donc aucun lien avec le crapaud, mais sont par contre contagieuses. Le cheveu et les ongles poussent après la mort. Le cheveu et les ongles continuent-ils à pousser après la mort? Et bien qu'à première vue, il semble que oui, la réponse est non. En effet, après la mort, le corps humain se déshydrate, ce qui pousse la peau à se rétrécir, se contracter. C'est ces rétrécissements qui exposent à l'extérieur les parties des ongles et des cheveux qui étaient auparavant cachés sous la peau, donnant une impression qu'ils sont plus longs comme l'explique le docteur Doris Day, dermatologue à l'hôpital Lenox Hill à New York aux États-Unis. En règle générale, les ongles poussent d'environ 0,1 mm par jour, mais pour cela, ils ont besoin du glucose. Une fois que le corps meurt, il n'y a plus de glucose, donc les cellules de la peau, celles des cheveux et celles des ongles ne fonctionnent plus et ne produisent plus de nouvelles cellules. De plus, une régulation hormonale dirige la croissance des cheveux et des ongles, ce qui n'est plus possible après la mort. La Grande Muraille de Chine est visible dans l'espace. La muraille de Chine serait le seul monument du globe terrestre visible depuis la Lune. On la doit à une antiquaire anglaise du XVIIIe siècle, William Stukeley, qui imagine la chose dans une lettre. Aussitôt reprise dans les siècles suivants par de nombreux auteurs, l'idée devient mythe et la presse s'en empare. Le journaliste anglais Harry Norman écrit en 1995 dans un livre sur l'Extrême-Orient que la Grande Muraille a toujours été considérée comme la seule construction humaine visible depuis la Lune.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, la conquête de l'espace est l'occasion rêvée de confirmer la chose. En 1969, la question est ainsi posée aux astronautes de la mission Apollo 11, le premier à avoir mis le pied sur les satellites. Neil Armstrong a toujours dit n'avoir jamais pu identifier les murailles de Chine de là-haut. La NASA et l'Agence spatiale européenne vont alors chercher à attribuer la controverse. Et en 2004, l'Agence spatiale européenne affirme ainsi que la Grande Muraille n'est pas visible dans l'espace. Les chauves-souris sont aveugles. Il existe deux grandes familles de chauves-souris, traditionnellement appelées mégachiroptères comme la roussette et microchiroptères comme les vampires. Les seconds possèdent une sorte de sonar, d'écholocation qui leur permet de chasser dans le noir. C'est souvent pour cela qu'on pense qu'elles n'ont pas besoin de leurs yeux et sont aveugles. En réalité, elles ont une vie assez bonne pour que les frugivores repèrent leurs aliments. Il leur serait par ailleurs très difficile de localiser le fruit à l'aide de leur radar qui ne fonctionne quasiment que sur les cibles mouvantes. Les mégachiroptères n'ont qu'à eux pas besoin de ces super pouvoirs. En effet, ces chauves-souris voient très bien de jour comme de nuit. L'eau est un conducteur de l'électricité. L'eau pure, H2O, est un élément non conducteur, c'est-à-dire qui ne permet pas le passage de l'électricité parce qu'elle ne contient pas d'ions. L'eau du robinet ou l'eau douce qu'on l'on trouve dans la nature ne sont pas isolantes car elles sont jamais pures. Elles contiennent des minéraux dissous sous forme d'ions. Cependant, l'eau du robinet n'est que faiblement conductrice. Les courants y circulent trop peu pour que cela suffise à allumer l'ampoule dans notre expérience, car le courant appliqué y est très faible. Mais attention, l'eau du robinet est suffisamment conductrice pour créer un grand risque d'électrocution dès qu'on y fait circuler un courant électrique assez puissant. C'est pour cela qu'il est très dangereux d'approcher les appareils électriques de l'eau. L'eau salée est beaucoup plus conductrice que l'eau douce parce que le sel n'est pas un isolant. Il augmente donc très nettement la conductivité de l'eau. Donc, l'eau salée laisse passer suffisamment le courant pour que l'ampoule s'allume. Les antibiotiques tuent les virus. Les antibiotiques agissent contre les bactéries sans affecter sensiblement les cellules humaines. En effet, ils attaquent en des points où les cellules bactériennes se diffèrent des cellules humaines. Aussi efficaces qu'ils soient contre les bactéries, les antibiotiques sont en revanche complètement impuissants face aux maladies causées par des virus, par exemple la grippe ou le sida. Cela est dû au fait que les antibiotiques interviennent dans le métabolisme des bactéries. Les virus n'ont quant à eux pas de métabolisme propre. Pour leur reproduction, ils se servent de cellules hôtes. Par conséquent, ils n'offrent aux antibiotiques pratiquement aucun point d'attaque. Regarder un écran de trop près détruit la vue. Combien de fois nos parents nous ont-ils répété de nous éloigner des écrans quand on était enfant? Pour justifier cet ordre, on nous ressassait alors qu'on allait avoir de graves problèmes de vue, ou pire, finir aveugle. Carrément flippant, n'est-ce pas? Mais cette menace est-il vraiment véridique? Peut-être dans les années 1960, quand des téléviseurs qui émettaient des quantités excessives de rayonnement. Selon le docteur Daphner, évoluant au sein de l'Académie américaine d'ophtalmologie, il n'y a aucune preuve que cela endommage les yeux chez les enfants ou chez les adultes. Mais il précise qu'être trop proche d'un écran pendant un certain temps peut fatiguer les yeux. Si cela est sans danger, ça peut tout de même créer de sécheresse de yeux et causer des maux de tête. Toutefois, la fatigue liée à l'écran est très rare chez les enfants. Ils peuvent se concentrer de très près sans pâtir d'une fatigue de la vue, comme c'est le cas des adultes. Par contre, si on pense que notre enfant est vraiment beaucoup trop proche d'un écran, il ne faut pas hésiter de l'emmener consulter un ophtalmologue car il a peut-être du mal à voir de loin. Toujours selon Lee R. Daphner, les enfants, en grandissant, perdent au fur et à mesure cette habitude. Concernant les conséquences des fatigues oculaires, qui ne sont finalement pas dramatiques, le spécialiste conseille juste de ne pas laisser son enfant trop longtemps devant un écran allumé. Et selon une autre étude menée par des chercheurs de l'université d'Harvard, un enfant assis devant un écran plus de 2 heures par jour augmenterait ses risques de souffrir d'obésité en grandissant. Il n'y a donc qu'un seul conseil à retenir, limiter les temps devant les écrans pour les petits comme pour les grands. Lequel de ces mythes croyez-vous avant?
Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Mes amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de me laisser un j'aime si cette vidéo vous a vraiment plu et de le partager à vos amis. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les masters.